Des amants discrets. Un couple franco-allemand dans l'après-guerre. 4e partie. Année décisive. Vély, 1946. Depuis que nous sommes arrivés chez les deux années, en juillet 1945, nous n'avons pas eu à nous plaindre, Karl et moi. Mon camarade semble à son aise en toutes circonstances. Le courrier qu'il reçoit maintenant régulièrement lui permet d'avoir des nouvelles des siens. Pour autant, il n'envisage pas de retourner en Allemagne tant que sa région sera sous occupation soviétique. Son père lui a laissé entendre qu'il était bien là où il est. Je sais que la seule chose qui lui manque est de rencontrer une femme qui l'apprécie pour ce qu'il est. Il se moque souvent de moi, mais je sais aussi qu'il m'envie. Depuis ce jour de juillet où Hélène est apparue, ma vie a changé. Bien que je sois un prisonnier de guerre, ce statut ne me pèse pas trop. Certes, nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons, comme aller boire un verre au café, aller au cinéma, au bal, ou encore circuler seuls. Nous devons toujours arborer ce PG sur notre tenue. Normalement, nous n'aurions même pas dû prendre nos repas à la même table que les désannées. Toutefois, André s'est toujours opposé à cette règle, qui est devenue désormais dépassée pour les commandos agricoles. La grande majorité des fermiers faisaient de même depuis le début. Ils sont en général corrects avec leur PGA. Évidemment, quelques-uns les considèrent comme une main-d'œuvre pas chère, qui de toute façon est là pour réparer les dégâts que nous, les Boches, avons occasionnés. Quelques autres leur font clairement sentir que nous restons l'ennemi héréditaire. Mais plus nombreux sont ceux qui se montrent conviviaux, voire amicaux, à l'instar d'André et de sa famille, avec moi et Karl. Nous sommes infiniment mieux lotis que d'autres prisonniers qui ont été affectés au déminage sur la côte normande. D'autres employeurs ont suivi le même chemin qu'André, mais un peu plus tardivement. C'est le cas du maréchal Ferrand qui se déplace dans les fermes proches de la nôtre. Le PGA recruté par cet homme et avec lequel nous avons discuté s'était porté volontaire pour les opérations de déminage des plages et des champs pour manger à sa faim. Il avait effectué ce travail au prix de grands risques, avec un équipement très sommaire, tel la baïonnette, une tige d'acier d'environ 75 cm de long pour sonder les sols tous les 10 cm. Encore, son commando avait-il la chance de disposer d'un détecteur de métaux de l'armée américaine pour balayer le sol autour des démineurs et délimiter la zone à sonder. Il en avait appris beaucoup sur les mines, qui revêtaient différentes formes, comme les T-29 anti-chars, ressemblant à des assiettes, et dont la poignée de déclenchement se situait sur le dessous, ou les stock mines, de petites mines antipersonnelles constituées d'un petit bloc de béton rempli d'éclats de fonte fixé sur un piquet et fonctionnant avec un système de mise à feu par un fil tendu relié à l'allumeur. Les plus dangereuses à désamorcer étaient les SPR-49, longues d'une 60aine de centimètres, avec un allumeur à chaque extrémité et placées en quinconce de manière à décheniller les chars. Il y était resté de mi-avril à octobre, l'année dernière. Lorsqu'il avait annoncé qu'il voulait arrêter, il s'était retrouvé quelque temps dans un camp comme réfractaire au travail. Finalement, sa formation de forgeron lui avait servi, lorsque le maréchal Ferrand de Saint-Saëns avait cherché de la main-d'œuvre. D'autres gars avaient été recrutés en nombre pour les mines de charbon du Nord ou de Lorraine. Cependant, depuis le début de l'année, les choses bougent dans l'administration française, pour une gestion plus rationnelle de la main-d'œuvre que représentent les PGA. Ni André, ni nous ne savons à quelle sauce nous allons être mangés. Depuis janvier, interdiction de créer de nouveaux commandos. En revanche, nous apprenons avec soulagement les 6 secteurs prioritaires pour une non-réduction d'effectifs par ordre décroissant. L'extraction minière, les barrages hydroélectriques, l'agriculture, les bâtiments et travaux publics, la sidérurgie et la métallurgie, ainsi que l'industrie textile. Au final, notre situation ne change pas trop, si ce n'est en mieux avec l'annonce d'un salaire plus élevé. Léna se sent un peu mieux après ces nouvelles. Elle n'osait rien dire, mais je voyais bien qu'elle était angoissée. Comme Karl, je ne veux pas partir. Personne ne m'attend en Allemagne. Même si mes parents avaient survécu, je sais que ma vie est auprès de Léna. Je ne lui en ai pas encore parlé. Il y a encore trop d'incertitudes. Quel avenir puis-je lui proposer pour l'instant?
Je dois y réfléchir. En ce mois de mars, j'ai la surprise de recevoir un courrier de la Croix-Rouge allemande. Léna m'avait poussé à leur écrire pour retrouver au moins la trace de mon cousin Hermann, dont je connaissais la division, la 7e Panzerdivision, et le régiment. Je me rappelle qu'il avait stationné dans la région entre Fécamp et le Tréport en 1940, avant d'être envoyé dans la région de Smolensk, comme mon père, et de faire partie de ceux qui, comme moi, avaient avancé vers Moscou. Si ce n'est que sa division avait été renvoyée en France à l'été 1942 et avait participé à l'occupation de la zone libre en novembre, avant de retourner définitivement sur le front de l'Est, en Ukraine, dans la région de Donetsk. C'est là qu'il était lorsque j'avais eu de ses nouvelles, avant de recevoir cette lettre de la Croix-Rouge. C'est ainsi que j'apprends qu'il a été fait prisonnier en mai 1945 par les Britanniques, dans la région de Schwerin. L'organisme me précise où mon cousin se trouve prisonnier. Camp numéro 17 de Lodgemoor Camp à Sheffield, dans le Yorkshire. Il ne me reste plus qu'à lui écrire pour prendre de ses nouvelles d'une part et lui en donner des miennes, mais aussi pour savoir ce que sont devenus ses parents et sa sœur. La réponse me parvient près d'un mois plus tard. Je préfère attendre Léna pour en découvrir le contenu. Lorsque nous en prenons connaissance ensemble, serrés l'un contre l'autre, je comprends mieux pourquoi je n'ai pas eu de réponse de mon oncle. Lui, Frida et Ursula avaient fui la région quand les bombardements se sont multipliés. Eisenach en avait subi plusieurs entre l'automne 44 et le printemps 45, dont celui qui avait détruit leur maison. Mon oncle avait préféré en outre ne pas se retrouver aux mains des Russes qui progressaient inexorablement. Ils ont trouvé refuge à Friedrichsdorf, un village non loin de Francfort. Ça alors, justement à Friedrichsdorf, m'exclamai-je. Je n'aurais jamais pensé qu'il choisirait cet endroit. Pourquoi s'enquiert Léna, blottie contre moi. Eh bien, figure-toi que cette petite ville, outre le fait d'être proche de Francfort et en zone américaine, a été fondée au XVIIe siècle par des réfugiés huguenots français. Une partie de la population y parle d'ailleurs toujours le français. Ces familles francophones sont originaires de Picardie, d'Île-de-France et de Champagne, principalement. Tous ces réfugiés avaient prêté serment au landgrave de Hesse-Hombourg, qui les avait accueillis. Ça te donne envie de retourner là-bas quand tu seras libéré? Je la sens tendue soudain. Le ton de sa voix a même déraillé pendant sa question. Je lui soulève le menton pour capter son regard. J'y retournerai sans doute un jour, mais avec toi, en vacances. Tout ce que je veux, c'est être avec toi. Il y a un bon moment que ma décision est prise. La seule chose qui me préoccupe, c'est notre avenir à deux. C'est-à-dire, je me sens bien à la ferme, mais tu sais que ce n'est pas ce dont je rêvais. Je sais, mon amour. Tu voulais être professeur de littérature et de français en Allemagne. Mais si tu restes en France? Je ne réponds pas de suite. Il y a un moment que j'y réfléchis. Je ne vois pas 36 solutions. Je pourrais enseigner la langue et la littérature allemande, annoncai-je. Disons que pour commencer, enseigner l'allemand ne serait déjà pas mal. Ça doit être possible dès que tu seras devenu un civil et non plus un sous-officier prisonnier. Je vais me renseigner sur les possibilités d'accéder à l'enseignement en collège et lycée, notamment avec ton Abitur. Mais je pense que tu pourrais préparer le concours externe à l'agrégation, qui te permettrait d'enseigner au lycée, et ce, dès maintenant, pour être prêt le moment venu. Herzchen, mon rêve, c'est avant tout de t'épouser dès que ce sera possible. Mais il faudra que j'aie un travail pour faire vivre ma famille. Hélène fronce les sourcils devant cette déclaration. Je réalise qu'elle est un peu sexiste, comme si seul l'homme était capable de nourrir sa famille. N'oublie pas que j'ai aussi un métier qui peut nous faire vivre pendant que tu étudies. Et j'ai quelques économies qui nous permettront de nous installer, rétorque-t-elle. J'en suis conscient, mon amour. Mais si nous travaillons à deux, ce sera plus facile. De toute façon, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour parler de mariage et de tout le reste. Elle acquiesce en me tendant ses lèvres, pendant que mes mains s'égarent sous ses vêtements. Au fil des mois, j'ai rétabli le contact avec mon oncle
et chaque courrier m'en apprend un peu plus sur leur périple devant l'avance russe, et surtout sur le parcours de mon cousin depuis la reddition de son unité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été compliqué. Depuis Donetsk, sa division avait reflué à travers l'Ukraine de Kharkov à Tarnopol, en passant par Kiev et Chitomir, pour arriver en Biélorussie, puis en Lituanie, où elle avait été battue le 22 juin 1944 à Memel. Les restes de sa division avaient été transférés en Prusse orientale, où elle avait été partiellement réorganisée. C'est ainsi qu'il avait traversé la Vistule et avait participé à la bataille d'Elbing, où les manœuvres des troupes allemandes avaient été entravées par l'afflux de réfugiés fuyant devant l'armée rouge, décrite par la propagande hitlérienne comme une horde de bouchers et de violeurs sauvages. À la mi-février 1945, les combats s'étaient déplacés vers le nord de la Poméranie, ainsi que vers la région située à l'ouest de Danzig, puis en mars vers Gotenhafen et après sa reddition vers Hela. À la mi-avril 1945, les restes de la division avaient été évacués par mer et rassemblés près d'Uzodom, puis dans la région de Penzlin en tant que réserve de l'armée. Ils n'avaient cessé de se replier jusqu'au 3 mai 1945, date à laquelle ils s'étaient rendus dans la région de Schwerin aux troupes britanniques. Depuis le débarquement allié en Normandie, les troupes allemandes capturées par les Britanniques et les Américains avaient d'abord été rassemblées et emmenées sur les plages, où une petite flotte de landing ships tank les transportait en Angleterre. Ça avait été le cas de Hermann. Les prisonniers, dont le nom de famille commençait par une lettre dans la première moitié de l'alphabet, étaient envoyés à Portland, Dorset, puis à un camp d'accueil à Devizes, Wiltshire, et après quelques jours, ils étaient transférés via Liverpool aux États-Unis. Puis, lorsque des ports comme Cherbourg étaient passés sous le contrôle des Alliés, les prisonniers allemands étaient transférés par transport de troupes directement aux États-Unis. Ceux dont le nom commençait par la lettre dans la seconde moitié de l'alphabet, comme mon cousin Hermann, avaient été transportés au Royaume-Uni, arrivant à Portsmouth, Gosport ou Southampton. La majorité était ensuite emmenée dans un camp de transit à l'hippodrome de Kempton Park ou des stades pour y être interrogés, puis dans un réseau de plusieurs centaines de camps à travers le pays, dont beaucoup avaient déjà été construits et occupés par des prisonniers italiens qui devaient être rapatriés plus tôt que prévu. Inutile de préciser que le nombre de prisonniers de guerre allemands détenus en Grande-Bretagne avait atteint un total substantiel. Ces transferts des prisonniers en Grande-Bretagne ou aux États-Unis se sont poursuivis jusqu'à la capitulation allemande. Ensuite, lorsqu'un nombre encore plus important de troupes allemandes sont devenues prisonnières des Alliés, la majorité de ces prisonniers de guerre a été détenue dans des camps en Allemagne, comme je l'avais été moi-même, et dans d'anciens territoires occupés par l'Allemagne, comme la Belgique. Les conditions dans les camps gérés par les Britanniques en Belgique étaient extrêmement dures, voire horribles. Aussi, lorsque le secrétaire financier du War Office, Frédéric Bélanger, avait reçu des rapports sur la situation, les camps en Belgique avaient été fermés et tous les prisonniers transférés en Grande-Bretagne, fin juillet 1946. Mon cousin, lui, y était déjà arrivé depuis un moment, comptant parmi les quelques 400 000 prisonniers de guerre allemands internés dans des camps britanniques, situés pour la plupart à la périphérie des villes. Ils assuraient d'ailleurs le 5e des travaux dans l'agriculture, mais étaient aussi employés sur des chantiers de reconstruction et à la réfection des routes. À son arrivée sur le sol anglais, Hermann avait été, comme tous ses compatriotes prisonniers, débarrassé de ses poux, puis dirigé vers un camp de sélection installé dans l'hippodrome de Kempton. Là, comme moi, il avait été interrogé par un soldat polonais engagé dans les forces britanniques, qui parlait couramment l'allemand, sur des sujets militaires pour repérer les éléments nazis. Triés par catégorie, les prisonniers portaient un signe de couleur sur leur uniforme. Suite à cet interrogatoire, Hermann avait hérité d'un repère blanc, signifiant qu'il faisait partie de la catégorie de ceux qui étaient indifférents au régime nazi. Les prisonniers modérés et pas très engagés portaient une étoffe grise, et les fidèles à la cause nazie en portaient une noire. Il avait ensuite été envoyé à Sheffield. Les nazis, eux, étaient dirigés vers l'Écosse, dans des camps pour travailler dans des fermes. Le chef de chaque camp, généralement un Anglais parlant couramment l'allemand, était chargé de spécifier les règles de discipline et était aussi responsable de la répartition du travail.
Les prisonniers qui travaillaient dans les fermes étaient sous la responsabilité des fermiers qui les employaient, comme en France. Les prisonniers participaient aussi à la reconstruction du pays, creusant des fossés ou réparant les dommages causés par les bombardements. Et justement, Hermann, qui avait atterri à Sheffield, réputé pour ses aciéries, avait été affecté à la reconstruction des maisons détruites par les raids aériens, afin de régler rapidement l'importante crise du logement qui s'en était suivie. Il travaillait à la construction de ces nouvelles maisons dans les localités proches de son camp d'internement et était payé selon les barèmes syndicaux en vigueur, en moyenne 4 shillings environ pour une semaine de 48 heures. Il me raconte dans sa dernière lettre que les locaux apprécient de moins en moins voir les étrangers occuper leurs emplois et que des grèves ont éclaté. Ces conditions d'hébergement sont meilleures que celles que j'ai connues à Remagen. Elles sont proches de celles de Bolbec. Les prisonniers sont logés dans des baraquements avec des toits de tôle, à environ 80 hommes par baraquement, avec pour tout mobilier, en dehors des lits, 2 tables et 4 bancs. Le plus dur pour Hermann est la constante promiscuité et le manque de tranquillité à cause des jeux de cartes, des histoires, des discussions, des leçons et autres bruits. Mais il faut bien passer le temps, écrit-il. Les prisonniers peuvent aussi pratiquer un sport comme la boxe, la lutte ou le football. Ce dernier est ce qu'ils préfèrent, avec les cours d'anglais et de sylviculture, pendant que d'autres s'adonnent à des cours de sténographie, de mécanique ou de physique. Certains travaillent à la cuisine ou à l'infirmerie, rédigent des lettres ou fabriquent des jouets pour les enfants du pays. Étrangement, dans ces camps d'internement britanniques, les prisonniers reçoivent des rations quotidiennes identiques à celles des soldats britanniques, qui s'avèrent même supérieures à celles que reçoit la population civile. Pas comme nous dans les camps américains du Rhin, et pas plus dans tous les camps en France, dans lesquels les rations ne peuvent pas dépasser celles des civils. Avec ses repas réguliers et les soins médicaux, Hermann déclare être dans un très bon état physique. Il en est tout autre de son état psychique, car sa famille lui manque. Mais certains autres prisonniers allemands vivent bien pire, tels ceux qui avaient initialement été envoyés aux États-Unis et au Canada, puis renvoyés en Belgique avant la fin du conflit. Ces prisonniers-là avaient d'abord craint être victimes des sous-marins allemands pendant leur transport outre-Atlantique, puis ensuite, après la capitulation, déçus à leur retour en Grande-Bretagne alors qu'ils pensaient rentrer chez eux en Allemagne. Ils ne savent pas combien de mois ou d'années durera leur captivité. Tous ces facteurs les démoralisent et beaucoup souffrent de cauchemars et de symptômes psychiques liés au stress. Certains prisonniers en France doivent certainement penser la même chose, alors que moi et Karl espérons rester. Pendant cette année 1946, il est souvent question du plan de libération des PGA. La France semble freiner des 4 fers. Les premières libérations ont certes débuté en septembre et octobre 1945, avec celles des Italiens, des Autrichiens et des Roumains. Et au mois de mars 1946, 10 000 Hongrois sont libérés en reconnaissance de l'hospitalité offerte par la Hongrie à 8 000 prisonniers de guerre français évadés d'Allemagne, avec la faculté pour ceux qui le désirent de rester en France. Quelques centaines ont fait ce choix. Pour l'instant, rien ne changeait pour nous. Si ce n'est que cette année, je suis présent au 22e anniversaire de Malena, qui peut être fêté sur la pelouse devant le manoir tant il fait beau. Je me suis arrangé avec Albertine pour lui offrir un cadeau que je ne peux lui remettre devant tout le monde, afin de ne pas éveiller les soupçons de son père. Ce n'est que lorsqu'elle me rejoint le soir que je peux lui révéler ce précieux cadeau. Karl est au courant, bien entendu, et il nous souhaite une bonne nuit avant de disparaître dans sa chambre, non sans me lancer un clin d'œil complice. J'entraîne alors Léna dans la nôtre, et je la soulève dans mes bras pour l'allonger sur le lit, m'agenouiller auprès d'elle et lui prendre la main. Elle me regarde surprise sortir le petit écrin et la bague que j'ai prévue pour elle. « Léna, mon amour, veux-tu m'épouser? Je ne sais pas encore où, ni quand, mais je t'en supplie, dis-moi que tu veux de moi. » « Vili, chérie, tu sais très bien que je ne veux que toi. » Et ma réponse est oui, 1 million de fois oui. Tremblant comme une feuille, je lui passe au doigt la bague en argent sertie d'une topaze bleue, qui scelle nos fiançailles. « Comment as-tu fait, toi qui ne peux pas circuler librement » me demande-t-elle. « Albertine m'a aidée.
En réalité, c'est elle qui a choisi, mais elle avait des consignes et plusieurs options selon ce qu'elle trouverait. C'est une topaze bleue, qu'on appelle la pierre de sérénité. Les Égyptiens anciens la voyaient comme une pierre protectrice. Alors, j'espère qu'elle protégera notre amour, me répond-elle d'un baiser. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est la protection de tes bras. De tout mon être, je veux la protéger. Et lorsqu'elle m'attire vers elle, je l'étreins avec force. Karl et moi allons participer à la fenaison, puis comme l'année dernière à la moisson dans les fermes voisines et celles de notre employeur. Cette saison est celle que je préfère à la ferme, car Léna est en vacances tout l'été et je la vois beaucoup plus, à défaut de pouvoir la toucher. Heureusement, les nuits sont à nous. Cette année, son amie Solange est venue passer le mois d'août à la campagne, accompagnée d'une cousine, Huguette. Toutes les deux ne connaissent pas grand-chose aux travaux de la ferme, mais elles montrent beaucoup d'enthousiasme. Habituellement, Hélène rencontre Solange le plus souvent à Rouen, et ces derniers temps, elles ont beaucoup correspondu à mon sujet. Je soupçonne ma fiancée d'avoir invité son amie à dessein, comme me le confirme l'attitude de cette dernière à mon égard. Un peu distante au départ, Solange s'assied ensuite systématiquement près de moi à table, me pose beaucoup de questions, à tel point que Karl est certain qu'elle me trouve à son goût. Et il n'est pas le seul à le penser, puisqu'Armand des années lui-même a remarqué cette proximité et se moque gentiment de moi. Si vraiment Solange cherchait à flirter, Léna ne se montrerait pas aussi détendue, et serait même jalouse lorsque nous sommes dans l'intimité. Or il n'en est rien, les deux filles sont au contraire complices. Je suis donc confortée dans mon intuition d'un coup bien préparé. Cette situation a le gros avantage, lors des grands repas qui clôturent la fin des récoltes dans chaque ferme, de détourner l'attention des participants d'Hélène, dont les villageois pensaient qu'elle allait se fiancer avec René, tant celui-ci lui avait tourné autour l'année précédente. Ma proximité avec elle, souvent difficile à cacher, passe maintenant pour une estime mutuelle aux yeux des habitants du village. Si Solange n'est jamais très loin de moi, sa cousine Huguette semble attirée par René, à qui cela ne semble pas déplaire. « J'ai l'impression qu'Huguette a un coup de cœur pour ton ex-chevalier servant, Hélène, » déclare Solange. La réponse de Malena fuse. « Si ça peut être réciproque, tu m'en verras ravi. Ça prouvera qu'il passe enfin à autre chose. D'ailleurs, ils vont très bien ensemble. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il a un faible pour les blondes, » ajoute Solange. C'est vrai qu'Huguette est blonde, mais aux yeux verts, un blond moins clair que celui de Malena. La jeune femme de 24 ans est aussi moins fluette, et la partie sur laquelle lorgne le plus René est sa poitrine généreuse. Le rapprochement est encore plus évident à la fin des moissons qui se sont terminées à temps avant l'arrivée d'un temps automnal à partir du 21 août. Mais ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est un autre rapprochement, beaucoup plus discret celui-là. Celui de mon ami Karl avec une jeune veuve du hameau voisin de Bréquigny. Le veuvage de la jeune femme n'avait aucun lien avec la guerre, puisque le dit mari, plus âgé qu'elle, était mort accidentellement dans un fossé pendant le dur hiver 1943, alors qu'il rentrait du café, ivre-mort. Le mariage n'avait pas été heureux, car cet homme la battait lorsqu'il était imbibé d'alcool, c'est-à-dire les 3/4 du temps. Elle avait été enceinte en 1942, mais avait perdu le bébé suite à une mauvaise chute, avait-elle prétendu à l'époque. Mais personne n'avait été dupe dans le village. Il était de notoriété publique que les coups pleuvaient souvent sur la pauvre Rose. La jeune femme avait appris à tout gérer seule au fil du temps et ne manque pas de courage. Elle loue ses services comme journalière pendant la saison des fenaisons et des moissons, et travaille comme blanchisseuse et repasseuse le reste du temps. Léna et moi sommes les premiers au courant de la relation de plus en plus étroite entre les deux. Toutefois, Rose doit encore rester dans l'ignorance des liens qui me lient à la fille des 2 années. Il est convenu que lorsque Rose vient au moulin, dans le plus grand secret, je suis censée être seule dans ma chambre. En réalité, ces nuits-là, je retrouve ma bien-aimée dans le souterrain, dans la plus grande des pièces qui y sont aménagées et inutilisées depuis la fin de la guerre.
Elle est devenue notre annexe. Hélène l'a transformée en véritable nid d'amour, douillet et confortable, rien que pour nous deux. Tout le monde est au courant, sauf le père de Léna. Aglaé a deviné depuis un bon moment et ne manifeste rien de particulier. L'attitude de Solange pendant cet été 1946 trouve son explication un peu avant la rentrée scolaire. Hélène ayant fait le choix de rester à l'école de Saint-Saëns, où elle va prendre en charge la classe de Simone Vallès, devenue maire du bourg, Solange a obtenu le poste en cours préparatoire. En outre, les deux institutrices ont accumulé les rendez-vous avec M. Hacheret, qui les a mises en relation avec deux de ses anciens camarades résistants, dont elles n'avaient connu l'une et l'autre que les pseudonymes. L'un est professeur d'histoire et de géographie en collège et titulaire du CAEC, l'autre est agrégé de mathématiques. Par leur intermédiaire, les deux amis ont collecté des informations capitales pour moi, et qu'elles me révèlent un soir, à la fin du mois de septembre 1946. Willy, annonce Solange, Hélène m'a fait part de ton projet d'enseigner il y a un petit moment. Et nous avons fait marcher nos relations respectives pour savoir ce qui serait le plus adapté dans ton cas quand tu seras libéré. Je les regarde toutes les deux, surpris. Il est vrai que Malena avait promis de se renseigner, mais je suis étonnée qu'elle ait sollicité Solange, ancienne résistante comme elle, et pas forcément favorable au rapprochement de sa copine avec un prisonnier allemand. Ne fais pas cette tête-là, Beaublon. Même si j'ai eu un peu de mal à t'accepter, j'ai appris à te connaître et je t'aime bien. D'où toutes mes questions cet été, pour mieux te cerner. Hélène prend le relais et m'explique les possibilités qui s'offrent à moi pour enseigner l'allemand, le CAEC ou l'agrégation. Le CAEC est un certificat intermédiaire à l'agrégation et destiné à remplacer le recrutement qui se faisait auparavant par les écoles normales d'instituteurs et les écoles primaires supérieures. Il est ouvert aux titulaires d'une licence. Si je te suis bien, ça veut dire 3 ans d'études dans une université avant de passer ce concours. Oui, ce qui signifie aller à Paris ou Caen pour les universités les plus proches d'ici. Mais il y a l'autre possibilité dont je t'ai déjà parlé. Tu veux dire le concours de l'agrégation en externe? En effet, normalement, pour la plupart des disciplines, il faut au moins une licence S-lettres ou le niveau maîtrise pour accéder au concours de l'agrégation. Toutefois, il y a des exceptions. L'agrégation des langues vivantes, dont l'allemand, en fait partie. Elle a été créée en 1849 et octroie aux enseignants d'allemand le titre de professeur de lycée. Le concours n'a pas changé depuis, hormis son ouverture aux femmes, et exige le titre de bachelier ou un diplôme jugé équivalent comme ton abitur, ce qui signifie que tu peux passer ce concours en externe. Cette nouvelle me réjouit au plus haut point, mais cette accessibilité ne cache-t-elle pas la difficulté du concours? Quelles sont les épreuves de ce concours, m'enquai-je, un peu inquiet. En externe, il y a 6 épreuves, me répond Léna. À l'écrit, un commentaire en allemand et une dissertation, un thème et une version. À l'oral, une explication de texte avec traduction et argumentation-discussion, et, logique, un cours d'allemand. Vaste programme, mais rien d'insurmontable, répliquai-je. Toutefois, il doit y avoir pas mal de travail en amont. Mais mes 2 agentes de renseignement ont apparemment accumulé les informations, soucieuses d'aller jusqu'au bout du sujet. D'après leur enquête, les études germaniques vont au-delà de l'apprentissage technique de la langue et de la transmission de connaissances sur les caractéristiques politiques et économiques de l'Allemagne, car tout ce qui a trait à mon pays touche à l'identité même de la France. Hélène m'explique que dès leur origine, les études germaniques se démarquent des études humanistes par l'étroite relation qu'elles entretiennent avec le monde contemporain. Mais le modèle pour le concours décrit par le décret qui a instauré le certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes reste celui des agrégations déjà existantes, avec cependant un programme allégé et la suppression de la barre d'admissibilité entre l'écrit et l'oral. Pour enseigner l'allemand en France, la question qui se pose est: faut-il privilégier les connaissances en allemand ou les facilités d'expression en français? En mon fort intérieur, j'imagine que cette question se pose pour l'enseignement de toutes les langues vivantes. Tu pars avec un avantage, affirme Malena. Tes connaissances en allemand sont un plus puisque c'est ta langue maternelle.
Tu connais l'histoire de ton pays et tu t'exprimes parfaitement en français. Je suis certaine que même la leçon d'1 heure en français sur une question de grammaire allemande, à présenter en procédant à des comparaisons avec le latin, le grec et le français, ne devrait pas te poser de problème majeur. Là, tu me fais un peu peur. Heureusement, j'ai fait des études littéraires, mais je crains d'avoir un peu oublié mes notions de latin et de grec. Vous avez pu savoir quels corpus de textes sont choisis pour ce concours? D'après ce que Léna me relate, il y a bien sûr Goethe et Schiller, omniprésents, mais il y a une dizaine d'auteurs choisis dans toutes les périodes de la littérature germanique, y compris la littérature médiévale. Dans la liste figurent des auteurs proscrits par le national-socialisme, tels que Heine, Hofmannsthal, Thomas Mann, et des auteurs plus classiques comme Eichendorff, Hoffmann, Hölderlin, Lessing, Mörike, Nietzsche, en plus de Goethe et Schiller. Il peut aussi y avoir des textes à caractère historique, comme l'introduction à l'histoire du XIXe siècle de Gervinus, ainsi que les discours à la nation allemande de Fichte. Il y a aussi des questions sur l'histoire de la littérature ou sur la civilisation. Cet élargissement des perspectives disciplinaires vers l'histoire, la philosophie et la linguistique n'est pas pour me déplaire, mais ajoute à la difficulté. Vous savez combien de candidats se présentent à ce concours en moyenne? Je dirais environ 150 chaque année. Et le taux de réussite? 9 à 10%. C'est un concours, mon cœur. Mais je te le répète, tu as toutes tes chances. Et je ferai le nécessaire pour que tu aies accès aux auteurs retenus dans le programme et que tu connais bien, au contraire des candidats qui ne sont pas germanophones à la base. C'est ta langue, ta culture. Ma fiancée se montre rassurante, mais je n'ai aucun mal à imaginer que certains candidats sont mieux armés que d'autres, comme ceux pourvus d'un poste d'enseignant ou de surveillance, ou comme les élèves des écoles normales supérieures. Les étudiants libres, par définition, doivent travailler d'arrache-pied. Les conditions matérielles de préparation ont aussi leur importance, et travailler en parallèle conduit souvent au bachotage. Ce n'est pas le mieux pour préparer un concours. Je fais part de ces préoccupations que Malena balaie d'un revers de main. Ce qui est demandé aux candidats, c'est de savoir s'exprimer avec un minimum d'aisance en allemand comme en français, de disposer d'une connaissance suffisante du programme et de la faculté d'aligner des idées claires de manière ordonnée. Point. Et toi, tu sais faire tout ça haut la main. Ce concours requiert les mêmes compétences que celles dont tu auras à faire preuve devant ta classe, et je sais que tu les as. Elle croit vraiment en moi, et elle enfonce le clou. Tu as le talent et les aptitudes nécessaires. Et je suis bien placée pour le savoir, puisque j'ai appris l'allemand avec toi. Bien sûr, il te faudra sacrifier le peu de loisirs que tu as. Mais en même temps, ton loisir à toi, c'est justement la littérature. Tu vas devoir être persévérant et avoir foi en toi, comme moi je crois en toi. Voilà, c'est dit. Elle a plus confiance en moi en cet instant que moi-même. Elle me précise aussi que Solange et elle ont repéré un indice capital. Les textes qui sont choisis par le jury pour l'explication de texte ou pour la version figurent dans les manuels scolaires déjà utilisés ou des textes que je pourrais choisir pour ma classe. Selon elle, ce qui importe au jury, c'est d'estimer non seulement mes qualités d'intelligence et de culture, mais aussi, par l'exposé d'un problème relativement simple, mes qualités pédagogiques. Ce qui paraît en effet très logique. Quant à l'oral, il doit servir à mettre en évidence ma polyvalence, car je suis censée maîtriser dans les 2 langues des notions et des termes passés dans le langage courant, comme celui de la presse par exemple. Les seuls journaux que je lis sont les journaux français. Pourtant, il paraît qu'il existe un journal édité par les autorités françaises et qui nous est destiné, à nous, les prisonniers de l'Axe, et ce, depuis février 1945. Le Wochenkurier, mais je n'en ai jamais vu un seul exemplaire. Et crois-moi, insiste ma fiancée, le jury attache une importance extrême à l'oral et surtout à l'explication de texte, qui permet de préjuger de tes qualités d'enseignant. Car cette explication de texte sert à révéler tes capacités à réagir devant un texte, à comprendre comment tu l'as décrypté, comment tu en as saisi la beauté et la portée. Tu dois faire ta présentation en ménageant tes effets, en jouant avec le débit et la hauteur de ta voix,
en variant l'accentuation de la phrase. Bref, en usant de toutes ces techniques qui accompagnent et soulignent une argumentation. Le jury veut des enseignants capables d'argumenter en allemand, de mener une discussion, de s'entretenir avec lui, au besoin de lui tenir tête, de montrer un esprit de répartie en allemand en démontrant une bonne culture générale et surtout pas quelqu'un seulement capable de lire des notes préparées à l'avance. Elle appuie son argumentaire sur l'importance de lire attentivement de l'allemand littéraire et de faire une place à la littérature française. Elle a raison. Il est évident que pour enseigner l'allemand à des élèves français, le critère prioritaire est la maîtrise de la langue allemande, mais aussi de la langue française. Les deux complices ont même recensé les auteurs les plus utilisés sur les 20 dernières années, élargissant la liste des auteurs allemands déjà cités à Hermann Hesse, Robert Musil et Karl Kraus. Quant aux auteurs français utilisés pour le thème, il s'agit pour beaucoup d'auteurs du XIXe siècle. Mais je vais devoir me familiariser avec les auteurs du XXe, tels Mauriac, Bernanos, Giraudoux, Proust, Martin Dugard, Valéry et Alain. Nul doute que Malena ne me fasse une liste de livres à lire. Grâce à elle, depuis plus d'1 an, j'ai déjà lu pas mal d'auteurs français du XIXe siècle, comme Flaubert, Hugo, Stendhal, Balzac, Maupassant, Zola ou George Sand, et même Mérimée. J'ai découvert aussi les poèmes de Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Nerval, Musset, Lamartine et Vigny. Il m'en reste à découvrir, comme Chateaubriand, Anatole France et Pierre Loti, ou les spécialistes de l'histoire comme Michelet, à ajouter aux auteurs du XXe. Je me sens moins en décalage pour la littérature allemande, mais je vais devoir toutefois relire quelques auteurs et la difficulté va être de se procurer les ouvrages. Sans compter que je vais devoir lire les auteurs auxquels nous n'avions pas forcément accès car interdits, ou des auteurs que je n'ai jusqu'ici pas lus, et il y en a un certain nombre. J'en fais mon affaire, annonce Solange, lorsque j'évoque cette difficulté de trouver des livres en allemand. Je me demande bien comment, mais je choisis de lui faire confiance. Je suis partant pour tenter ce concours externe de l'agrégation d'allemand, pour réaliser mon rêve d'enseigner. Qui vivra verra. Willy, 1947. L'année 1947 est arrivée si vite. Je n'ai pas vu le temps passer, tant j'ai été occupée par le travail à la ferme, mes lectures et la présence réconfortante de Malena à mes côtés. Sur ses conseils, je rédige pour chaque livre lu une fiche de lecture, afin de retenir et exploiter le contenu de chacun d'entre eux. Il m'a fallu m'habituer à les structurer en plusieurs parties claires et synthétiques, afin de me faciliter la tâche ultérieurement. Comme la plupart des ouvrages que je lis sont des romans, j'ai choisi de présenter d'abord chaque œuvre et son auteur, avec notamment le genre et le registre littéraire. J'en fais ensuite un résumé détaillé, mettant en évidence la structure du récit, les articulations de l'intrigue. Puis j'analyse les personnages principaux, avec leur place dans l'histoire, ainsi que les idées fortes du livre, en approfondissant les thématiques, le contexte historique et les enjeux littéraires de l'œuvre, afin de la replacer dans son cadre spatio-temporel. Je sélectionne souvent quelques citations sur des points particuliers qui m'ont plu ou marqué, avec le numéro des pages. Enfin, je note toujours mon avis personnel en l'argumentant. Ma future épouse a raison, car lorsque je les établis, je comprends en profondeur les différentes composantes des œuvres que j'ai lues avec plus de richesse et de nuances. Elle m'offre bien plus que moi je ne peux le faire. Je lui dois tant que je ne sais comment lui prouver ma reconnaissance. Solange aussi tient parole, et m'a fourni un grand nombre de classiques allemands, mais elle n'a pas voulu révéler comment elle les avait obtenus. Sans que nous nous soyons rendus compte de tout ce temps passé, nous étions déjà arrivés au premier anniversaire de Gabriel et à ses premiers pas. En ce qui concerne le devenir des prisonniers allemands en général, la pression américaine semble forte pour la libération au plus tard en octobre 1947 de 475 000 PGA détenus en France, c'est-à-dire ceux que les Américains ont cédés aux Français, comme moi et Karl, et pour le 31 décembre 1948 en ce qui concerne tout le reste des captifs. Le recours à notre travail est apparemment une nécessité vitale pour l'économie nationale de la France. La décision de nous libérer est donc difficile à accepter de la part des Français. En réponse, le gouvernement français a proposé un nouveau statut, celui de travailleurs civils libres pour nous, les PGA, mais aussi à toute la population allemande. Ce statut a pour but d'assimiler les hommes de troupe et les sous-officiers allemands, comme moi et Karl,
aux autres travailleurs étrangers. Nous jouirions des mêmes droits, sécurité sociale, carte d'alimentation et de textile, en étant affectés à un employeur pour la durée de notre contrat. Nos déplacements seraient limités au canton ou au département. Les choses ne sont pas encore clairement définies. Notre gouvernement semble vouloir concilier vos droits comme travailleurs et votre participation à la reconstruction en vous offrant une sortie de captivité, mais sans sortir de France. Moi, c'est comme ça que je le vois, déclare Léna à la fin du dîner, en s'adressant à Karl et moi. J'imagine que pour ceux qui voudraient rentrer en Allemagne, cette position ressemble plus à une tentative pour les retenir, commente André. Je pense que beaucoup vont attendre de voir les premières applications pour décider quoi faire. Et j'avoue qu'à leur place, je ferais comme eux. Il y a quand même eu une instruction avec un calendrier des rapatriements par catégorie, argue mon père qui généralement parle peu. Certes, maugré André, de mai-juin 47 pour les 2 premières catégories, à avril 48 pour les autres. On demande aux prisonniers de se décider en juin. Ça leur fait gagner des mois sur une libération prévue en octobre 48. Je sens notre employeur et ami dubitatif. Cependant, Karl et moi sommes prêts à signer. Au printemps, les autorités françaises ont fixé un calendrier définitif concernant le statut de travailleur libre. En mai, j'ai donc reçu, à l'instar de Karl, une déclaration individuelle à remplir dans les 3 mois pour poser ou non une option sur ce statut. Dans le même temps, André a reçu une note lui demandant s'il voulait nous conserver comme travailleurs libres et à quelles conditions. Évidemment, sa réponse est positive. A priori, les premiers TCL sont attendus pour septembre. Nous apprenons pendant l'été que, libérés, nous devrons nous déclarer à la mairie pour recevoir une carte de séjour temporaire, valable 6 mois maximum, et sur le département, et aussi une carte de travailleur étranger. La commission qui décide de notre insertion s'appuie sur l'avis émis par le commandant du dépôt dont nous dépendons. Finalement, en mi-septembre, Karl et moi sommes fixés sur notre sort. Nous sommes devenus des TCL. Nous avons l'autorisation de faire venir nos familles, ce qui ne nous concerne pas vraiment, Karl et moi, et nous bénéficions d'un congé exceptionnel d'1 mois en Allemagne, surtout du fait qu'en optant pour le travail libre, nous nous engageons pour une période minimale d'1 an. Pourtant, nous ne changeons pas nos habitudes. Cette simili-liberté, nous n'en abusons pas. Pas de passage au café, ni au bal. Il est encore trop tôt pour ce genre de sortie, et Karl et moi préférons ne pas froisser les susceptibilités de certains. Nous préférons les soirées avec la famille de Zanet. Les seules sorties que nous nous autorisons 2 fois sont celles que nous avons faites pour visiter Rouen, l'occasion pour Karl d'y retrouver Rose pour une balade en amoureux. Autre nouvelle qui nous a fait plaisir à Hélène et moi, les fiançailles d'Huguette avec René. Mais nous devons nous armer d'encore un peu de patience avant de révéler nos projets. Devenu un travailleur libre depuis septembre, j'ai un contrat d'1 an à honorer auprès de la famille de Zanet. Bien que Léna me pousse à m'inscrire au concours externe de l'agrégation, je préfère mettre toutes les chances de mon côté, car m'inscrire dès cet automne ne me donnerait que 3 ou 4 mois pour me préparer, même si j'ai déjà commencé. Je le ferai à la fin de l'automne 1948, pour passer les épreuves entre la mi-février et la mi-mars 1949. Hélène se rend à mes arguments. Aller jusqu'au bout de mon contrat d'1 an est une question d'intégrité pour moi, et elle y est sensible. Nous imaginons déjà notre avenir, qui ne sera certainement pas à Saint-Martin, puisqu'après le concours, si je le réussis, il y aura 1 année de stage comme enseignant, vraisemblablement dans le privé, puisque je n'ai pas la nationalité française. Le plus probable est la région parisienne. Nous rêvons tous les deux notre future vie commune. Il nous tarde de révéler au grand jour notre amour et notre désir de nous unir officiellement. Ne plus avoir arboré les lettres PG sur nos vêtements est déjà beaucoup pour Karl et moi. Même si les gens du village nous connaissent tous comme anciens prisonniers allemands, nous ne sommes désormais que des Allemands, libres de circuler, certes pas partout, mais dans une zone qui nous suffit pour l'instant. Nous sommes bien trop investis dans notre travail pour abuser de cette liberté. Karl est devenu un ouvrier précieux pour André et Armand de Zanet, qui lui font entièrement confiance. Ce qui ne signifie pas qu'ils ont moins confiance en moi. Mais l'agriculture est le métier de Karl, ce qui n'est pas mon cas.
André et son père le savent très bien. Je consacre le moindre instant libre à mon programme de lecture et de révision. La saison froide s'y prête d'ailleurs bien. Et je n'oublie pas de passer du temps avec Malena comme elle le fait pour moi. Elle m'aide dans mes révisions, en plus de son travail de préparation de cours et de correction des cahiers de ses élèves. Je suis sans doute l'élève auquel elle consacre le plus de temps.